Ali Arras, finalement, est la preuve que, visiblement, pour certaines de nos autorités, il y a des citoyens de seconde zone. Des citoyens de seconde zone, et on l'a vu précédemment, il y a quelques mois encore, sur tout le débat sur le retrait de la nationalité belge pour les jeunes qui partent en Syrie, qui ont la double nationalité et qui peuvent donc se voir retirer la nationalité belge, et seulement ceux qui ont la double nationalité, c'est la même idée qui transparaît ici, c'est de dire quelqu'un qui a la double nationalité, et souvent il n'a aucune prise sur le fait qu'il a une double nationalité ou pas, c'est indépendamment de sa volonté, parce qu'on sait que pour des ressortissants marocains ou des ressortissants turcs, ils gardent leur nationalité d'origine même quand ils deviennent belges. Mais donc c'est ce signal que, visiblement, pour les Belges qui ont la double nationalité, eh bien, ils seront toujours un citoyen de seconde zone, parce qu'à un moment ou à un autre, ils ne seront pas autant belges que celui qui n'a que la nationalité belge. Et ça, c'est inacceptable, évidemment, et ça s'illustre dans le manque d'assistance consulaire et l'absence d'assistance envers Ali Arras dans tout son calvaire, son emprisonnement dans la prison de Salé, les faits de torture qu'il a subis. Avec la procédure, et de nouveau, je ne vais pas anticiper sur ce que pourront dire les avocats d'Ali Arras, mais il a fallu une procédure en justice pour faire condamner le ministre des Affaires étrangères et l'État belge à octroyer une assistance consulaire à Ali Arras, et la procédure n'est pas terminée, elle continue avec chaque fois ses explications pour dire « Ah mais non, au Maroc il est marocain, en Belgique il est belge, et donc vu qu'il est marocain, nous ne devons pas lui apporter l'assistance consulaire ». C'est absolument faux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est absolument faux en droit. Il y a différentes conventions, et je pourrais, si nécessaire, les citer, j'ai les documents ici sous les yeux, qui viennent dire exactement le contraire que les arguments avancés par M. Renders. Et la troisième et la dernière chose que je voudrais dire, avant de conclure, c'est qu'actuellement, on est en train de négocier une convention belgo-marocaine de coopération judiciaire et policière. On a vu aussi une délégation ministérielle composée des plus hauts postes régaliens dans notre pays, à savoir le ministre de l'Intérieur, M. Yann Yambon, le ministre de la Défense, M. Van de Putte, et accompagnés dans leur bagage, M. Franken, secrétaire d'État Asile et Immigration, qui voulait que le Maroc puisse accepter plus facilement les illégaux marocains qu'il attrape ici en Belgique pour pouvoir les renvoyer au Maroc. Ils ont été au Maroc, ils ont été négocier des choses, notamment, j'imagine, cette convention belgo-marocaine qui est sur le métier depuis quelques mois. Il faut absolument que dans cette convention belgo-marocaine, des clauses droits de l'homme figurent, droits humains figurent, que des principes de base tels que M. Michel a été les défendre à la tribune des Nations Unies, de l'interdiction de la torture, etc. Bref, tout ce qu'Ali Arras a subi dans les prisons marocaines, eh bien que ce soit prévu dans cette convention belgo-marocaine pour dire coopération policière et judiciaire éventuellement, mais uniquement à certaines conditions, et ça, ce sont des conditions de base. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un cas où cette égalité de droit, cette égalité réelle que nous réclamons pour tous les citoyens belges est clairement bafouée depuis des années, et nous nous insurgeons contre cette situation. Nous nous joignons donc sans réserve au combat admirable qui est mené maintenant depuis plusieurs années par le comité de soutien à Ali Arras, et nous considérons qu'aujourd'hui il n'est pas question qu'on puisse quelque part bafouer le respect des conventions que la Belgique a signées en matière de droits humains, qu'on puisse considérer que dans ce pays, il y a des citoyens de seconde zone qui ne méritent pas l'intérêt des autorités. Car finalement, si on se rend compte que la Belgique se fait forte de faire la leçon, de donner des leçons de civilisation finalement, parce qu'en participant à des expéditions militaires dans certains pays comme l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, la Libye, c'est pour défendre soi-disant des valeurs de la civilisation. Et donc nous on considère qu'une des valeurs importantes qui fait qu'une société est civilisée, c'est la capacité que cette société se donne à protéger ses citoyens nationaux. Je vais être assez brève en fait, peut-être pour rappeler que Ali Arras a été choisi
comme cas emblématique pour notre campagne Stop Torture qui a été lancée en 2014. Donc nous avons beaucoup travaillé autour de ce cas, mais on travaillait déjà avant que cette campagne soit lancée. Nous avons choisi le Maroc parmi d'autres pays. On a choisi 5 pays pour cette campagne, le Maroc étant un des pays dans lesquels on pense pouvoir obtenir une avancée positive. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et on a remis l'année dernière plus de 200 000 signatures pour Ali Arras, demandant à ce que les autorités enquêtent sur les actes de torture et à ce que le Maroc applique la décision du groupe de l'ONU sur les détentions arbitraires. Voilà, il est vraiment triste de constater que quelques mois plus tard, on en est toujours au même point, malheureusement. Je pense que, en tout cas comme avocat, on essaie d'être le relais de ce que Ali Arras porte, c'est-à-dire la défense des droits fondamentaux, et la défense des droits fondamentaux qui passe par le respect de ces droits dans des procédures judiciaires, demander à des juges de faire respecter le droit. C'est ça que Ali Arras veut. C'est pour ça qu'Ali Arras, aujourd'hui, est en plus d'un mois de grève de la faim, et qu'aujourd'hui on craint pour sa vie. Vous avez vu la vidéo ici qui date de 2012, mais la semaine passée, c'est dans l'état dans lequel il était, il s'est de nouveau fait tabasser par ses gardiens à la prison de Salé 2. Donc on ne sait pas aujourd'hui quelle est sa situation. Et malgré ça, Ali Arras, c'est toujours le message qu'il a porté, c'est il faut faire respecter le droit. Et il ne pliera jamais contre ça, et c'est pour ça qu'on s'est battu et qu'on a obtenu toutes ces décisions. On a évoqué la décision du groupe de travail des Nations Unies, donc un organe de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui dès, je crois que c'est 2013, a déclaré qu'il fallait le libérer immédiatement, 21 octobre 2013. On a obtenu une décision 25 juin 2014 contre le Maroc, du Comité contre la torture des Nations Unies, qui siège à Genève, qui a condamné le Maroc en disant « Vous l'avez condamné sur base de la torture, vous devez réouvrir le dossier ». Il n'y a toujours rien qui s'est passé au niveau du Maroc. Une condamnation du 28 août 2014 contre l'Espagne, par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, aussi à Genève, qui a obligé l'Espagne maintenant à suivre l'affaire d'Ali Arras, lui donner un soutien en prison, il n'y a rien qui se passe. Une condamnation par la Cour d'appel de Bruxelles, qui date du mois de septembre 2014, qui oblige l'État belge, cette fois-ci, à aller rendre visite à Ali Arras une fois par semaine en prison. Il n'y a toujours rien. Donc on a obtenu 3 décisions contre 3 États et il ne se passe rien. Il n'y a pas de changement de la situation d'Ali Arras. Et donc nous, on est un peu dans une situation où ça ne sert à rien. Ça sert à quoi d'être avocat? Ça sert à quoi de faire des procédures? Mais néanmoins, ce qui reste dans tout ça, c'est le message d'Ali Arras. Qu'est-ce qu'il porte? Il faut faire respecter les droits fondamentaux. Et donc on va continuer, et dès la semaine prochaine, on va ressaisir les juridictions marocaines d'une demande de liberté immédiate. On va refaire une plainte par rapport à ce qu'il a subi la semaine passée, et on va continuer le combat d'Ali jusqu'à ce qu'il soit libéré. Parce que vraiment, il est très dur de mener ce combat qui dure maintenant déjà depuis 7 ans et demi. Et on s'est dit, eh bien, si on veut nous avoir à l'usure, on ne nous aura pas à l'usure parce qu'il y a un homme qui risque sa vie et qui n'arrête pas de réclamer justice et qui n'en sera pas ainsi. C'est évidemment très dur, mais on se doit de ne pas plier, de tenir bon pour lui. Et je voulais souligner le fait que, malgré tout ce qu'il endure, malgré la situation difficile, il continue à nous dire de tenir bon et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, que c'est évidemment normal qu'il entreprenne une grève de la faim puisque c'est le seul moyen qu'il a de pouvoir dénoncer ce qu'il vit. Donc voilà, c'est tout à fait Ali ça. Comme la vidéo le démontre, il va être complètement, après avoir été frappé, battu, il a des ecchymoses partout, il a mal partout, mais il va quand même tenir un discours essayant de faire passer un message qui est le sien, c'est celui de réclamer justice. Il n'a rien demandé d'autre. On n'a plus besoin de prouver qui il est et son innocence. Nous n'avons pas cessé de le dire depuis le départ. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est que Ali soit considéré comme un Belge à part entière. Honnêtement, nous n'attendons rien du tout de la part du Maroc. Nous ne devons pas être dupes, nous ne sommes pas idiots, ce n'est pas le pays qui a torturé Ali qui va lui rendre justice. C'est la Belgique qui doit réclamer son ressortissant, qui doit réclamer que justice lui soit rendue. Et c'est vraiment une focalisation que, en tout cas moi de mon côté, j'essaie à partir, depuis déjà un moment, on essaie de tenir bon sur cette voie-là. Ali est un citoyen belge.
à part entière. Il n'a pas besoin de le prouver davantage. C'est la Belgique qui doit bouger, c'est le ministre des Affaires étrangères qui doit faire ce qu'il a à faire. Ali Arras a un casier judiciaire vierge en Belgique. Ça a été un citoyen honnête, exemplaire. Il a travaillé toute sa vie. Les 28 ans qu'il a passé en Belgique, il a travaillé. Il y a fait son service militaire. Il n'a quitté qu'en 2005 pour aller rejoindre mon père. Pour ces raisons, on a le droit de quitter le pays quand on en a envie. Il a été rejoindre mon père avec sa femme. Et c'est à partir de là que le cauchemar a commencé. Il a été innocenté à 2 reprises. J'entends encore aujourd'hui des gens qui disent « mais on ne condamne pas quelqu'un pour torture, pour terrorisme, alors qu'il n'y a rien contre lui. » Eh bien oui, ça existe. Sous les lois antiterroristes, tous les coups sont permis. On bafoue tout. Tous les droits sont bafoués. On y croyait avant son extradition. On se disait qu'on n'allait pas l'extrader. On croyait à cette convention des droits de l'homme, à l'article 3, qui disait qu'on n'extradie pas quand il y a risque de torture. On y croyait dur comme fer. Et malgré ça, il a été extradé. Et on sait ce qu'il est arrivé après. Et malgré ça, la Belgique, le ministère des Affaires étrangères n'a pas cessé de nous dire, avant, pendant et après, que le Maroc ne torture pas. En fait, ils s'en sont toujours lavé les mains. Et c'est ce manque de considération vis-à-vis d'un citoyen belge qui nous surpasse, qui nous dépasse et qui nous torture à l'intérieur de nous-mêmes. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Il a entrepris une grève de la faim. Il est à son 42e jour. Et je vous cite les séquelles qu'il risque d'avoir à vie. Ali, il a déjà fait 6 grèves de la faim avec celle-ci. Lors d'une grève de la faim qui avait duré 2 mois en Espagne pour clamer son innocence, pour dénoncer l'injustice qu'il vivait, il avait fait une chute. Il avait fait une crise d'épilepsie. Aujourd'hui, il avait passé les 40e jours. Et pourtant, quand on s'en tient aux faces, on dit qu'après, après le 40e jour, il risque d'être dans l'euphorie, la confusion, la somnolence, les troubles respiratoires et coma. Le tout pouvant entraîner la mort en quelques heures. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour prouver que cet homme, il n'est pas à sa place? Il faut réagir. Il faut excusez-moi mon émotion, mais vraiment, je n'en peux plus à ce niveau-là. Je sais que j'ai suffisamment de courage et de force pour pouvoir continuer tant qu'il n'est pas libéré. Mais j'en peux plus de ce m'en foutisme de l'État belge. On nous joue de tours de passe-passe en nous disant que quand la Belgique est condamnée par la juge à lui rendre visite, donc on doit traduire en justice un État pour exiger un droit tout à fait normal pour n'importe quel citoyen belge. Eh bien non, nous devons recourir à la justice pour demander quelque chose d'extrêmement normal pour un citoyen belge. Après coup, on gagne le procès en première instance, en appel, et pendant qu'on nous fait croire qu'on fait le nécessaire pour demander à ce qu'ils aient le droit de visite à Ali, parce qu'on prétend que c'est le Maroc qui bloque la visite, eh bien en même temps, simultanément, ils introduisent un pourvoi en cassation. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il y a une quelconque volonté de la part de la Belgique à vouloir aider cet homme? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et je pense qu'on ne peut l'arracher que de cet endroit-là, que si on est nombreux à exiger à ce que le ministère des Affaires étrangères fasse son devoir, que le ministre Didier Reynders fasse son devoir envers... Ali ne demande pas à ce qu'il soit libéré comme ça, comme par enchantement, non, qu'il se penche sur son dossier, mais qu'il le fasse de manière objective, qu'il prenne compte de tous les éléments qu'il y a et qu'il réalise à quel point cet homme est discriminé depuis 7 ans et demi déjà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous.